Bonjour, merci beaucoup. Alors déjà, à titre personnel, pour venir modérer cette journée, comme un des praticiens de l'équipe toulousaine qui évalue et qui accompagne les enfants présentant un Covid long. Et donc, nous allons laisser la parole au docteur Aurélie Morand, pédiatre infectiologue sur le CHU de Marseille, autour de cette question du Covid long qui est très préoccupante, entre guillemets. On a pu le voir au début de l'intervention, des interventions. Madame Laine. Donc un grand merci aux organisateurs d'avoir fait appel à notre équipe pour parler du Covid long pédiatrique. C'est vrai que c'est un sujet qui est important quand on parle de Covid long en général. Et donc voilà, je suis très honorée de pouvoir représenter cette partie-là de cette pathologie parce qu'en effet, c'est une partie un peu immergée et pourtant importante de l'iceberg. Donc, juste un petit mot, les syndromes post-infectieux, en général, en pédiatrie, c'est déjà décrit préalablement. Il n'y a pas que le Covid long. Ça a été décrit il y a plus d'un siècle sur un mode épidémique lors de la grippe espagnole, où un certain nombre de patients pédiatriques présentaient ce qu'ils appelaient une encéphalopathie ou encéphalite léthargique, des enfants qui étaient complètement altérés en post-infection, et ils avaient du mal à comprendre les tenants, les aboutissants. Et puis ensuite, à bas bruit, on a vu ces symptômes post-infectieux être présents aussi après la mononucléose infectieuse, la dengue, le Lyme. Et donc tous ces symptômes-là sont quand même des symptômes avec une symptomatologie différente d'autres pathologies connues, que ce soit des pathologies neuropsy comme le syndrome dépressif, le syndrome de stress post-traumatique, notamment en post-pandémie. C'est souvent ce qui émerge dans l'imaginaire général, c'est tout le monde est très stressé. Mais en fait, les patterns sont un peu différents. Le trouble anxieux, la schizophrénie, mais aussi des pathologies bien connues, comme certaines pathologies auto-immunes pour lesquelles on a des auto-anticorps et dont on sait qu'elles peuvent être secondaires à un trigger infectieux. Je pense par exemple au Covid, qui est complètement prouvé comme pouvant donner des tableaux d'encéphalite à anticorps anti-NMDA, mais le Covid long est différent de ça. Je pense aussi à la dengue, au chikungunya, qui peuvent donner des tableaux de Guillain-Barré, par exemple. Donc c'est une entité nosologique qui est spécifique et qui va associer un certain nombre de symptômes qu'on voit dans les différents syndromes post-infectieux, et le Covid long en fera partie, peut-être une sous-partie. Donc des symptômes à type d'asthénie, de fatigabilité qui peuvent aller jusqu'à la léthargie, des rechutes fréquentes, c'est ce qui est décrit, des symptômes physiques qui sont quand même variables et souvent sous-estimés et oubliés chez l'enfant. Pourquoi ? Parce que c'est probablement plus difficile de mettre en évidence ces symptômes selon les âges, parce que l'enfant décrit moins bien sa symptomatologie. Ça doit rester un diagnostic d'élimination, donc il faut avoir d'abord cherché tout le reste. Et puis, l'incidence, elle est décrite comme plus importante entre 10 et 30 ans, mais peut-être que c'est un biais de regard, parce que c'est un âge où on en demande beaucoup. Un enfant, en fait, on lui demande de passer des examens, de se développer sur le plan de son éducation pour avoir un travail. Et un adulte, il est en pleine phase active, c'est la période où il a des enfants, c'est la période où il rentre dans la vie active, où il va avoir en plus des échéances pour pouvoir progresser dans sa vie professionnelle. Donc probablement que c'est une susceptibilité majorée à cet âge-là, peut-être en lien avec la demande sociétale à cet âge-là. Et enfin, il n'y a pas de thérapeutique validée, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant, peu importe ces tableaux post-infectieux. Alors pour parler spécifiquement du Covid long pédiatrique, donc il est décrit depuis 2020. Au départ, c'était plutôt de la littérature non publiée, avec beaucoup de descriptions, que ce soit via Internet, les communautés savantes qui en discutaient entre eux, etc., avec toujours ce doute sur qu'est-ce qui est la part de l'effet de la pandémie, avec ce retentissement psychosomatique, et puis l'effet réel d'un syndrome post-infectieux. Et donc, en fait, on s'est rendu compte petit à petit qu'il y avait quand même vraiment une chronologie temporelle avec des patients qui présentent une phase aiguë, puis plus ou moins des symptômes qui vont persister un petit peu dans le temps, une partie de cette population qui va avoir une résolution de sa pathologie et une partie qui va avoir soit le développement de symptômes. Parfois, c'est des patients qui avaient une symptomatologie aiguë quasi asymptomatique. Ils ont fait un Covid, on l'a su uniquement parce qu'il y avait un Covid familial, mais eux-mêmes étaient totalement asymptomatiques. Et puis, dans un second temps, ils se sont mis à développer un certain nombre de symptômes.
Alors, selon les études, et c'est le gros biais en pédiatrie, c'est qu'il n'y a pas d'études aussi belles que celles de Santé publique France sur une large cohorte, etc. Les études pédiatriques, c'est souvent des études par équipe qui ont décrit la population qu'ils suivent. Mais on a notamment une étude récente sortie en 2024 par l'équipe de Buonsasso en Italie, qui évalue une population de plus de 1000 patients, à peu près 1300, et qui les a suivis dans le temps. Et l'incidence, selon les études, parce qu'ils font aussi une revue de la littérature, eh ben, elle va de 5 à 25% des patients qui ont eu un Covid aigu. Et ce taux-là va varier en fonction du délai par rapport à l'infection aiguë aussi. Bien sûr que les symptômes seront plus marqués dans les 6 premiers mois, la première année. Il y aura plus de patients touchés, un certain nombre vont récupérer, et puis il y en a un pourcentage un peu plus inférieur qui va persister comme ayant des symptômes au-delà de 18 mois et autres. C'est bien sûr sous-évalué, justement par ce biais d'interprétation. Il y a un certain nombre de patients qui sont complètement sortis de la boucle médicale, qui sont partis dans la boucle psychiatrique ou psychologique en disant « bah oui, il va moins bien, il a décroché sur le plan scolaire, c'est l'effet pandémie, c'est parce qu'il y a eu le confinement, c'est parce qu'il n'est plus allé à l'école, c'est parce qu'il a eu des parents maltraitants ». Et en fait, on se rend compte que probablement il y aurait un travail à faire sur reprendre toute cette cohorte de patients qui a décroché et de se dire bah, quelle est la part de, oui, l'effet de la pandémie, et il est certain, et puis l'effet du reste. Et ensuite, le deuxième biais, c'est que le SARS-CoV-2 en phase aiguë chez l'enfant, il est quand même moins grave. Ça, c'est sûr, il y a eu moins d'enfants en réanimation, il y a eu moins d'enfants qui ont développé des tableaux respiratoires hyper sévères, dont on les a moins regardés. Et donc, on les a moins testés aussi en aigu. Donc, il y en a plein, on ne sait même pas qu'ils ont fait un Covid aigu. Donc, tout ça, c'est important de l'avoir en tête. Alors, attention, il y a un autre syndrome post-infectieux dans le Covid qui touche l'enfant et qui est très sévère aussi. C'est le PIMS, c'est totalement différent, donc on n'en parle pas là, c'est pas le sujet. C'est un mécanisme auto-inflammatoire, une vascularite systémique qui se rapproche du Kawasaki. Ça n'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, au niveau de la clinique, je suis clinicienne. Donc, juste pour vous dire, quand on fait un examen clinique d'un patient, on cherche des signes fonctionnels. Donc, c'est les signes qu'on recueille à l'interrogatoire. Ça ne veut pas dire organique ou fonctionnel au sens psychosomatique du terme, qu'on soit bien précis. Et on recherche ensuite des signes physiques, c'est quand on ausculte, quand on palpe, etc. Donc cette symptomatologie, quand on recueille nos signes fonctionnels à l'interrogatoire, elle est très riche. Et donc, de manière quasi systématique, on a la fatigue, la fatigabilité, et puis on va avoir un certain nombre de troubles associés, des troubles plutôt neuro, donc les céphalées, les troubles de la concentration, des troubles de la mémorisation, des troubles du sommeil, parfois une vraie inversion du rythme nictéméral chez ces patients. Et puis on va avoir d'autres symptômes, tels que la tachycardie, les vertiges, des douleurs abdominales, parfois des difficultés à s'alimenter, vomissements, diarrhée, constipation. On va même avoir des patients qui ont des symptômes de type dysautonomie, avec des dysuries ou des incontinences urinaires secondaires, des pertes de poids ou des prises de poids de manière un peu anormale en regard des apports, l'anosmie, la gueusie, la toux, la dyspnée et parfois des tics, des mouvements anormaux. Donc vous voyez, rien de très spécifique à la pédiatrie finalement. Tout ça, c'est décrit chez l'adulte, et donc c'est juste que l'enfant, on le regardait moins, et donc on pensait que le Covid long existait peut-être pas, ou on ne voulait pas l'écouter, mais c'est la même chose. Alors à Marseille, on avait testé un certain nombre d'enfants dans la première vague de Covid chez des enfants de parents qui étaient pris en charge. Et donc on les a suivis, ces 100 premiers patients Covid positifs pédiatriques à Marseille, on les a suivis pendant 1 an. Et donc on a fait partie d'une des premières descriptions dans la littérature de patients avec des symptômes persistants à 1 an de ce Covid aigu. Alors, cette symptomatologie à l'interrogatoire qui est relativement riche, elle va trancher avec un examen physique qui, lui, est relativement pauvre. C'est assez rare de trouver une anomalie de l'examen physique. On va parfois avoir tendance à avoir une mydriase chez ces patients-là qu'on a du mal à expliquer, peut-être sur une dysautonomie. On peut avoir des rages cutanées un peu par intermittence. On peut avoir différentes choses. On voit la perte de poids ou on voit les troubles du sommeil. Mais tout ça, voilà, l'auscultation, elle va rester normale. On n'aura pas d'œdème des articulations alors qu'ils ont des douleurs, etc. Et ça tranche. Et si cet examen clinique est anormal, quelque part, il faut remettre quand même en question le diagnostic et se dire,
Est-ce que je ne passe pas à côté d'autre chose qui est connue, une arthrite auto-immune, auto-inflammatoire? Il faut se donner les moyens d'aller jusqu'au bout. Souvent, la clinique physique de l'examen du Covid long est quand même relativement pauvre. Cette clinique, elle est bien marquée par une fluctuation dans le temps, avec des patients qui vont avoir une tendance à l'amélioration par moment, puis une redégradation, des rechutes plus ou moins fréquentes, qui vont être plus marquées suite à des efforts physiques, cognitifs. On demande à faire à un étudiant un examen important, et bien après c'est le crash. Mais on oublie souvent les efforts émotionnels. C'est pour ça que j'en touchais un petit mot tout à l'heure dans un de mes commentaires, parce que en fait un enfant qui regarde un film d'horreur, si vous le filmez à ce moment-là, vous allez voir tous ses muscles se contracter. Vous allez voir son visage qui exprime énormément de choses. C'est un effort, à proprement parler. Et on a certains patients pour lesquels les parents disent « non, je vois pas de facteur déclencheur à sa rechute ». Et on creuse et en fait, si. Et l'enfant dit « oui, c'est vrai, je suis sortie du cinéma, j'étais mais épuisée, vidée, et puis c'est le crash ». Et puis par contre, on voit quand même une tendance à l'amélioration avec le pacing. Si ce n'est pas le cas, soit on est sur une forme extrêmement sévère et le seuil de tolérance de l'effort est tellement minime qu'en fait il ne s'améliore pas, soit il faut quand même, là encore, remettre en question le diagnostic et continuer à creuser les explorations. Alors la physiopathologie, je ne vous ferai pas l'affront de reprendre tout ce qui a été très détaillé par les collègues, juste vous dire qu'il n'y a pas de raison qu'elle soit différente chez l'enfant que chez l'adulte. Preuve en est que les PET scanners, ce sont les mêmes, et ça c'est une étude qu'on avait faite avec professeur Gage à Marseille sur une série de patients pédiatriques qui corroborent les résultats montrés chez l'adulte, donc des hypométabolismes dans certains territoires neurologiques qui montrent que oui, au niveau cérébral, il y a une baisse de la fonctionnalité de certaines zones, sans que les IRM soient anormales d'ailleurs. Donc probablement qu'il faut creuser toutes ces hypothèses chez l'enfant comme chez l'adulte comme chez l'enfant, et donc bien sûr que les patients pédiatriques devraient être inclus dans toutes ces études. En termes d'exploration, pour poser le diagnostic, il faut bien comprendre que la priorité quand on fait des explorations, pour l'instant, c'est ce qu'on connaît, c'est-à-dire éliminer tous les diagnostics différentiels pour lesquels on aurait un traitement validé, prouvé, et qui améliorerait le patient de manière certaine. Donc bien sûr qu'il va falloir faire une anamnèse poussée, rechercher les antécédents, faire une clinique poussée, souvent l'examen est normal, je vous l'ai dit, et puis faire des bilans complémentaires quand justement on a des symptômes qui persistent, il y a un retentissement important sur la vie quotidienne, et si jamais on a des anomalies qui nous mettent le doute sur un diagnostic différentiel. Globalement, quand les patients sont très altérés et qui viennent au CHU vous rencontrer, il n'y a pas de doute, il faut les explorer. Alors le bilan de première intention, il a été détaillé dans la HAS. Moi, je l'élargirai un petit peu plus, et mes confrères font pareil, parce qu'on est devant des patients qui sont extrêmement fatigués, fatigables, donc il faut qu'on élimine un certain nombre de pathologies. Donc bien sûr qu'on va regarder les globules, qu'il n'y ait pas une anémie, qu'il n'y ait pas un déficit immunitaire, on va regarder qu'il n'y ait pas un syndrome inflammatoire biologique chronique qui orienterait vers diverses pathologies. On va s'assurer en parallèle qu'il n'y ait pas d'insuffisance rénale, d'insuffisance hépatocellulaire, mais on va aussi regarder, et ça c'est pas recommandé, les muscles, être sûr qu'on ne soit pas sur une myasthénie, myopathie ou autre, le LDH, la TSH, et des petites choses qui finalement sont pas très invasives sur un bilan biologique chez un enfant. Ensuite, en deuxième intention, et là c'est soit si on a une anomalie de ce bilan de première intention, soit si vraiment notre examen clinique nous oriente vers un diagnostic différentiel, il faudra penser, chercher auto-anticorps, parfois aller jusqu'à la ponction lombaire, parfois aller jusqu'à l'ECG, l'écho-cœur, la radio de thorax, parfois les EFR, et bien sûr les imageries cérébrales si on en a besoin. Le bilan, normalement, dans un Covid long, il est censé être normal. Si on trouve des anticorps anti-NMDA, c'est une encéphalite anticorps anti-NMDA, peut-être induite par le Covid, mais ce n'est pas le même diagnostic. Si on a un lupus, c'est un lupus. Peut-être induit par le Covid, mais ce n'est pas un Covid long. Et on le prendra en charge tel que. Normalement, le Covid, actuellement, avec les moyens dont on bénéficie en clinique, et je dis bien en clinique parce qu'on voit bien que finalement, maintenant, en recherche, vous avez des moyens pour pouvoir probablement clusteriser ces patients et définir le Covid long. Nous, en tout cas en clinique, on n'a pour l'instant pas de test spécifique qui nous fasse dire c'est un Covid long, mais plutôt ça n'est pas autre chose. Le TEP scanner,
Parfois, on le fait surtout sur des patients qui ont un tableau neurologique relativement sévère, où on va être sûr de ne pas passer à côté de l'encéphalite, ou alors on a des marqueurs qui nous font dire est-ce qu'on ne serait pas sur un truc paranéoplasique, et on fait un TEP scanner corps entier pour être sûr qu'on ne soit pas passé à côté de la tumeur ou autre. Et de manière étonnante, on retrouve ces hypométabolismes cérébraux au niveau du Covid long pédiatrique, et on peut retrouver aussi une hyperfixation médulaire dont on ne sait pas trop si elle serait liée au syndrome d'activation mastocytaire ou autre chose. Alors l'impact au quotidien de ce Covid long pédiatrique, il est majeur. Il va être variable, bien sûr. Certains patients ont une forme plutôt modérée, un pacing léger va suffire. Je prends l'exemple d'un adolescent, pôle espoir de basketball, brillant. Lui, il faisait des malaises post-effort après chaque match. On a arrêté les matchs, il allait mieux. Son impact pour lui, il est énorme. Il dit, mais moi, je vais craquer. Si j'arrête mes matchs en pôle espoir, je vais craquer. Donc, je recommence. Reprise des malaises post-effort. Peut-être que pour tout un chacun, on se dit, ça va, c'est un moindre mal. Il peut changer de voie. Pour lui, c'est énorme. Et ça va avoir un impact en termes de syndrome dépressif. D'autres patients, se lever le matin, de se brosser les dents, de s'habiller, ils sont KO. Donc, c'est sûr que l'impact, il n'est pas le même. Ces patients-là, ils sont déscolarisés, ils font plus grand-chose, ils voient plus les copains. Et c'est sûr que leur enfance, elle est quand même un peu difficile. Alors, il y a l'impact en termes de rendement scolaire, parce qu'ils sont plus absents, parce qu'ils sont moins concentrés, ils ont plus de difficultés à mémoriser. Tout ça en lien avec la fatigue extrême. Il y a des difficultés à préserver ces activités sociales, donc ils s'isolent, ces patients-là. Et donc après, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'ils sont isolés, donc on dit, oui, donc ils sont déprimés parce qu'ils ne voient pas les copains. Et puis, en fait, c'est un petit peu plutôt la conséquence que la cause. Et puis, il peut y avoir des difficultés alimentaires pour certains, même mâcher, c'est compliqué, donc ils prennent du mixé. C'est pas qu'ils n'arrivent plus à mâcher, c'est que ça les épuise. Et que si on les fait mâcher, au bout de 2 bouchées, ils ont fini leur repas. Si on leur mixe, ils vont réussir à peu près à garder le nombre de kilocalories qu'il leur faut. Et bien sûr, il y a une baisse d'activité physique, parce que sinon, ils sont dans leur malaise post-effort, mais ça entraîne un déconditionnement. Donc, tout l'enjeu du médecin, du pédiatre que je suis, ça va être de les accompagner pour qu'ils aient quand même un minimum de rééducation qui soit toléré, mais qui évite un déconditionnement tel que peut-être le jour où ils iront mieux, en fait, ils n'iront pas mieux. La prise en charge, actuellement validée en pédiatrie, à part le pacing qui a fait la preuve de son efficacité, pour le reste, elle va vraiment être ajustée au cas par cas. Et donc, ce pacing, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire rien faire, parce que parfois c'est mal interprété. Il y en a qui en font un pacing tellement strict que le patient n'a plus rien le droit de faire. Et en fait, un enfant, il faut le laisser vivre quand même. C'est juste qu'il faut le guider pour que, en fonction de son seuil de tolérance, il arrive à avoir le maximum d'acquisition, le maximum d'activité physique, sociale, cognitive, mais tout en évitant de se dégrader. Et le mieux, c'est même plutôt qu'il continue à progresser vers l'amélioration. Et donc, à chaque fois, c'est une réévaluation, un ajustement au quotidien en se disant, là, la semaine a été plus dure, qu'est-ce qui a été fait, qui a entraîné ce crash? Là, ça s'est plutôt bien passé, ok, on va monter un tout petit peu le palier, mais vraiment étape par étape. Il faut bien sûr que ces patients ils soient soutenus, à la fois sur le plan rééducation, donc il y ait des professionnels autour, mais il faut que ces professionnels soient formés. Le kiné qui le met sur le tapis roulant, sur le vélo, qui le fait pédaler à fond, il le crache. Et puis ça, c'est totalement contre-productif. Par contre, quelqu'un qui est sensibilisé au Covid long, qui sait faire, il va pouvoir éviter un déconditionnement majeur, notamment cardiovasculaire. Il faut qu'il soit soutenu parce que c'est une pathologie chronique, qu'on le veuille ou non. Quand on est malade, plus de 3 mois, voire plus de 6 mois, voire que ça fait des années qu'on est malade, même si on a l'espoir d'une guérison, qu'on n'a pas l'impression d'être dans du neurodégénératif, c'est quand même une pathologie chronique. De plus, le soutien psychologique, s'il peut être accompagné de mesures d'accompagnement en termes de prise en charge non médicamenteuse de la douleur, qui marchera probablement mieux que des morphiniques qui vont avoir des effets secondaires, et des techniques de relaxation pour éviter d'avoir des crashs post-effort émotionnel parce qu'on maîtrise mieux la façon d'absorber les émotions, tout ça, ça va les aider. Et bien sûr, il faut accompagner sur le plan scolaire, de la même façon que chez un adulte ou un ado qui serait déjà dans le parcours pro, il faut les accompagner sur le plan pro. Donc nous, en pédiatrie, ça passe par la rédaction d'un plan d'accueil individualisé où on va pouvoir mettre en place un emploi du temps scolaire adapté, fractionner l'effort physique, cognitif selon le seuil de tolérance, mettre en place du repos et, si possible, avoir des aides en parallèle. Les traitements médicamenteux, par contre, pour l'instant,
en termes étiologiques, c'est relativement décevant, ce qui est en tout cas validé dans la littérature. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pistes hyper intéressantes, et je pense que là, on en est au stade où on aimerait que ça y est, il y ait des vrais essais cliniques qui se mettent en place, y compris chez l'enfant, pour pouvoir tester des thérapeutiques plus ou moins intéressantes. Au cas par cas, selon la symptomatologie, on va faire bien sûr des traitements symptomatiques, mais typiquement, les traitements antalgiques font souvent peu d'effet. Et les enfants vous disent au bout d'un moment, j'ai arrêté, parce que de toute façon, ça me fatigue plus que ce que ça m'apporte. Voilà. On va avoir quand même de petits bénéfices à des antihistaminiques selon la symptomatologie. Donc typiquement, quand ils font des rachs ou quand ils ont des symptomatologies digestives, souvent ça a un effet positif. On peut être amené à mettre parfois des anti-inflammatoires plutôt pour le côté antalgique. Se discutent les antiviraux. Alors en phase aiguë, oui, éviter que le Covid aigu soit de nouveau très symptomatique en mettant du Paxlovid, ça semble plutôt judicieux, mais ça ne traite pas le Covid long. Les vaccins, il est maintenant décrit dans la littérature, et notamment dans la littérature pédiatrique, avec justement cette dernière étude de Buonsasso, que le vaccin est protecteur. Donc, pourquoi ne pas l'étendre à la population pédiatrique, dont on sait que si on veut vacciner même nos patients à risque, les plus fragiles, immunodéprimés, etc., en fait, on n'a pas de dosage pédiatrique. Donc, il faut s'organiser en interne au niveau du CHU pour prélever nos doses, en fait, faire nous-mêmes la vaccination de nos patients, avec des circuits qu'on avait mis en place au moment de la pandémie, mais qui ne sont plus en place. Les anticorps monoclonaux, c'est discutable. En tout cas, ça n'est pas validé dans cette indication-là, et on sait qu'actuellement, il y en a même plus de disponibles en France. Les IG polyvalentes sont assez décevantes dans leurs effets, de même que les immunomodulateurs, il y a assez peu de niveau de preuve pour le moment. Alors, en pédiatrie, clairement, tout ce qui est immunoabsorption, ça n'a même pas été testé, donc on ne sait pas trop dire. Ensuite, tout ce qui va être traitement psychotrope antiépileptique, c'est plutôt à viser de traitement symptomatique, mais probablement que ce n'est pas un traitement étiologique et que donc c'est insuffisant ou inutile. Et puis, il est discuté l'O2 hyperbare, pareil, comme on ferait en fait en parallèle de certaines hyperalgies de la face ou autres. Ça peut avoir des effets très transitoires, mais probablement pas suffisants pour que, rapport bénéfice-risque, on le conseille à nos patients. Après, bien sûr, qu'on va faire du support nutritionnel s'ils sont dénutris ou d'autres choses. Donc, en gros, nous, en tant que pédiatre, on est toujours à dire primum non nocere, on prévient nos patients. Vous allez lire beaucoup de choses dans les littératures, sur Internet, etc. Méfiez-vous, il y a des choses qui sont validées, d'autres non. En tout cas, si on met en place des thérapeutiques, il faut surveiller leurs effets secondaires, il faut rester prudent. Mais par contre, on comprend totalement qu'ils soient pressés qu'on trouve quelque chose qui fonctionne. Donc, c'est aussi l'objet de cette journée, c'est que les enfants fassent pleinement partie des études à venir. Bien sûr que dans la prise en charge, il faut un suivi médical régulier pour soutenir ces familles, soutenir ces enfants, les guider, adapter le quotidien en fonction de l'évolution, rédiger une demande d'ALD, une demande d'MDPH selon la gravité du patient, mais comme le soulignait Madame Oustric tout à l'heure, en fait, régulièrement, les ALD 100% des enfants, ils sont refusés, voire même quasi systématiquement. Donc on espère que les choses vont changer et vont évoluer. Bien sûr qu'on s'assure de l'absence d'évolution défavorable, et toujours ce qu'on garde en tête, c'est attention, est-ce qu'en fait je ne suis pas passé à côté d'un autre diagnostic différentiel pour lequel il y aurait une thérapeutique validée, et donc ne pas hésiter à renouveler certaines explorations si vraiment l'évolution n'est pas favorable avec du pacing. On oriente ces patients vers des associations de patients, ne serait-ce que pour les soutenir dans leur démarche administrative, les soutenir moralement, et puis aussi pour de la guidance. Et on essaye de faire de la prévention. Alors il y a la prévention primaire, ce serait d'éviter de s'infecter. On vit maintenant dans une population où le Covid est partie prenante de tous les virus qu'on rencontre. On peut difficilement s'en prévenir à moins de vivre dans une bulle ou de porter toujours son FFP2. Peut-être que c'est un conseil qu'on doit faire à tout le monde. Peut-être pas, là-dessus, moi je ne trancherai pas. Mais par contre, la vaccination, elle existe. Pourquoi ne pas l'ouvrir aux enfants, en leur laissant le libre choix aux parents de le faire ou pas. Et ensuite, en cas d'infection aiguë, bien avoir en tête qu'en fait, il faut quand même une convalescence. Et que ces enfants-là, si on leur met directement le pied à l'étrier après 24 heures de fièvre, en fait, ils se crachent beaucoup plus profondément, ils mettent plus de temps à récupérer, et on ne comprend pas forcément tout ce qui se passe à ce moment-là. Mais l'enjeu, il est qu'ils se reposent au moment de la phase aiguë, et qu'ensuite, on poursuive ce pacing adapté pour une rééducation, très 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 douce, très progressive, vers une amélioration qu'on espère la plus complète. Il y a certains enfants qui finissent par guérir complètement de leur Covid long, mais d'autres qui restent extrêmement mal
même 4 ans après la première vague. Donc en point clé, ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est que le Covid long pédiatrique, c'est une réalité et on en suit beaucoup. Souvent, on les rencontre après une errance vraiment très importante. Ils ont rencontré de multiples médecins avant. Ils sont passés par différentes boucles. On garde en tête tous les diagnostics différentiels. Et une fois qu'on part sur ce diagnostic-là, c'est le pacing. Et qu'il y a un besoin quand même urgent de recherche, que ce soit déjà ne serait-ce qu'en termes d'épidémiologie, faire une large étude de type Santé publique France pour voir exactement où on en est, l'état des lieux, maintenant, à 4 ans de cette pandémie, qu'on comprenne mieux les mécanismes physiopathologiques chez l'enfant, mais en fait, on avancera conjointement avec les adultes, pour pouvoir ensuite envisager des solutions de prévention et des solutions thérapeutiques qui soient pareilles, conjointes, enfants-adultes. On a vraiment besoin d'organiser un parcours de soins patients. Alors ça, c'est en cours. C'est un travail qui va débuter pour pouvoir avoir un parcours de soins Covid long pédiatrique. Et puis, former le corps médical et le corps enseignant. Alors, je le dis, pourquoi ? Parce qu'on a un certain nombre de patients qui subissent de la maltraitance institutionnelle, faute de connaissance de cette pathologie. Et on a des parents qui sont pris pour des parents malveillants, qui déscolarisent leur enfant volontairement, alors que quand vous voyez l'enfant, vous comprenez que c'est juste pas possible de faire autrement. Donc parfois, on a des choses totalement improbables. Une école qui demande un certificat pour que l'enfant ne puisse pas faire de poésie, alors qu'enfin n'est pas capable de parler tellement il est épuisé, quoi. Donc voilà, c'est des petits détails cocasses. Et ils vous demandent une dispense de sport, alors que l'enfant, en fait, ne va plus à l'école, mais il leur faut la dispense de sport précise. Donc tout ça, le pédiatre a ce rôle-là, d'accompagnement, mais il faut qu'on forme et le corps médical et le corps enseignant, et notamment les médecins scolaires. Je ne sais pas s'il y en a dans cette salle, mais probablement que voilà, il y a un gros travail à faire là-dessus. Et aussi un travail au niveau social et prise en charge sociale, puisque trop de fois, ces ALD ne sont pas prises en compte, alors que c'est des patients qui en bénéficieraient de manière spontanée pour d'autres pathologies. Je vous remercie. Merci beaucoup, Aurélie Morand, pour cet exposé. Juste un point sur lequel je me permets d'insister, que vous n'avez pas lu, mais qui était là. On est confronté au niveau des enfants à des problèmes de signalement en justice, des enquêtes sociales, des mesures parfois de placement qui sont prises pour des problèmes d'absentéisme scolaire ou de consultation abusive ou de je ne sais pas quoi. Donc l'information sur le Covid long pédiatrique, elle est urgente et on a vraiment besoin de vous parce que on a des situations qui sont catastrophiques avec certains enfants, des jeunes, parfois, enfin voilà, des enfants jeunes. Effectivement, l'information doit circuler. Les pédiatres doivent être au courant parce qu'on a beaucoup de pédiatres qui ne le sont pas. Les médecins scolaires, les infirmières scolaires, les établissements scolaires. Et là, on a besoin de votre aide à tous. Vous, les chercheurs et les médecins, c'est vraiment urgent que la réalité du Covid long pédiatrique soit connue en France. Bonjour, j'ai une question, une remarque. Vous avez un peu différencié les séquelles qui étaient organiques de type rénal, lupus, peut-être même cardio, comme n'étant pas Covid long. Or, cette distinction, alors, elle est assez rare parce que dans la littérature, on revoit souvent le terme PASC, qui veut dire séquelles post-aiguës de l'infection, et qui regroupe dans énormément de publications l'ensemble des atteintes systémiques. Donc même quand c'est une atteinte au niveau des reins, au niveau du pancréas, donc des diabètes font partie souvent dans la littérature du Covid long. Et le fait de faire une distinction entre ce qui relève du neuro ou de l'immunitaire et ce qui relève d'autres atteintes systémiques, je pense qu'elle risque d'être artificielle et elle peut avoir un risque d'invisibilité un petit peu le Covid long. Et une autre remarque que je voulais faire au sujet du diagnostic, alors si les recommandations de la HAS au niveau du diagnostic et celles que vous avez représentées étaient suivies, il n'y aurait pas de problème de diagnostic, beaucoup moins en France. Le problème, c'est que beaucoup de médecins ne sont pas formés aux critères que vous avez signalés, et parfois le PET scan est la dernière solution, parce que au moins quand on fait un PET scan, et en plus il faut le faire en général dans les 6 mois pour qu'il ait des chances d'être significatif, le PET scan indique effectivement un phénomène sous-jacent lésionnel qui en plus est spécifique au Covid long, et ça reste parfois le seul moyen de faire prouver qu'un enfant peut obtenir une ALD, parce que souvent,
les examens que vous avez prescrits seront un peu négligés et la case psychiatrique sera très souvent privilégiée par défaut par des pédiatres qui ne connaissent pas. Et je suis très content de voir que la pédiatrie s'ouvre de plus en plus au Covid long, ce qui n'était pas le cas au début de la pandémie. Et même au niveau du Covid tout court, les pédiatres, en tout cas la Société française de pédiatrie, a eu un temps de retard à l'allumage qui était, à mon avis, très préjudiciable. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à la première question, je ne dis pas que ça ne peut pas être concomitant. Un Covid peut induire à la fois des pathologies déjà bien connues et à la fois un Covid long qui est moins connu. Ce que je veux juste dire par cette présentation, c'est qu'il faut s'astreindre à avoir cherché tout ce qui est connu et qui a déjà des thérapeutiques validées. Et en parallèle, c'est une fois qu'on a éliminé ça, qu'on aurait pu prendre en charge de manière basique quelque part, parce qu'on a déjà les thérapeutiques connues, et ben c'est de ne pas faire du reste quelque chose qui n'existe pas. C'est le Covid long, c'est OK, on a éliminé tout ce qu'on connaissait et c'est pas ça. Mais il y a quand même quelque chose. Et pour l'instant, la science n'a pas encore avancé suffisamment vite et suffisamment bien pour qu'on puisse avoir les bons biomarqueurs pour dire, ben voilà, c'est tel dysfonctionnement de l'immunité avec les interférons ou peu importe, ou c'est telle persistance virale. Et en fait, si on cherchait avec une technique hyper spécifique, on verrait des rémanents d'ADN viral, etc. Voilà, c'est juste pour dire, dans l'état actuel de la science, telle qu'elle est disponible pour un clinicien, on élimine tous ceux pour lequel on a des thérapeutiques adaptées, validées. Et en parallèle, il y a des symptômes, ils sont là, il n'y a pas de doute. Nos patients, ils se ressemblent entre eux. C'est un vrai pattern. Et on les prend en charge du mieux qu'on peut avec les données de la science aujourd'hui. Le jour où on a une thérapeutique validée qui sort, cette cohorte de patients-là, on la reconvoque. Et on la fait rentrer dans une étude si jamais il le faut. On la fait rentrer dans une thérapeutique si jamais on l'a déjà disponible, déjà validée. Et alors après, pour votre deuxième question sur le PET scanner, on s'est posé la question à un moment donné de est-ce que le PET scanner pouvait être un outil diagnostique. La problématique, elle est, vous l'avez dit, c'est si on fait un PET scanner un peu tardivement, et parfois on voit des patients à distance de leur infection aiguë parce qu'il y a eu une errance diagnostique, etc., on peut avoir un PET scanner faussement normal ou subnormal parce que c'est un seuil en fait de métabolisme. Et donc, ça peut desservir les patients comme ça peut les servir. Nous, notre objectif, il est de dire est-ce que cet examen à cet instant T, il a un intérêt pour moi pour faire la part avec un diagnostic différentiel. Il a un intérêt diagnostique parce que peut-être ça va m'aider parce que la forme est un peu atypique, vraiment très sévère par exemple. Ou est-ce que je le fais pour faire plaisir aux patients ou pour me faire plaisir à moi ? Et auquel cas, c'est pas entendable parce que c'est quand même un examen nucléaire, donc qui n'est pas complètement anodin sur le plan radioprotection, même si les doses utilisées sont des doses très faibles et il y a un risque quand même relativement modéré. Et donc, c'est toujours de se dire, dans l'intérêt de ce patient, qu'est-ce que je fais ? J'ai un tableau hyper typique, les parents m'ont rencontré suffisamment vite, on a mis en place le parcours de soins, ça suit, il n'y a pas de maltraitance institutionnelle, on s'en arrête là. Et je leur dis, le PET scanner, on pourra peut-être le discuter plus tard, mais à l'instant T, je pense qu'il n'est pas nécessaire, c'est un examen de plus, ça va embêter votre enfant, ça va le fatiguer. Donc on s'en passe. On est sur un tableau plus atypique, avec des troubles neuro qui sont quand même vraiment très marqués. Je me dis, mince, est-ce qu'on n'est pas dans une encéphalite ? Et là, on en discute en équipe, et on se dit, il faut aller à une imagerie plus poussée, l'IRM est normal, la ponction lombaire n'a pas trouvé d'auto-anticorps ou autre. Allons au TEP scanner pour être sûr qu'il n'y ait pas quand même un pattern d'encéphalite. Et c'est vraiment un pattern différent qu'on trouve dans le Covid long, qui est vraiment un hypométabolisme et pas un hypermétabolisme, et sur des territoires très spécifiques qui sont différents justement des territoires du syndrome de stress post-traumatique ou d'autres pathologies neuropsy connues. Et donc dans ce cas-là, ça peut nous aider. Mais il faut vraiment le faire pour le bénéfice du patient et pas juste pour soi-même ou pour avoir une case de plus à cocher dans l'ALD pour vous dire, moi, tous les patients pour lesquels j'ai fait un PET scanner, ils n'ont pas eu l'ALD. Donc ça n'a pas du tout aidé dans l'obtention de l'ALD. Ce qui a aidé, c'est le fait de les mettre dans un SSR, c'est le fait de montrer qu'ils avaient des soins au quotidien un petit peu lourds. C'est les seules choses qui ont un vrai impact. Avant un dernier détour par la salle pour une dernière question, il y a une question à distance. Et avec les données disponibles, un Covid long, symptômes persistants ont-ils été décrits chez l'ensemble des tranches d'âge chez l'enfant, en distinguant 0-2 ans, 2-6 ans, etc. Est-ce que c'est avec les mêmes manifestations cliniques, biologiques, point d'interrogation ? Alors, c'est beaucoup plus difficile de mettre en évidence un Covid long chez un tout petit, parce qu'il ne parle pas. Donc, l'expression de ces symptômes, elle va être très interprétée par l'entourage et très difficile, du coup, à mettre en exergue, de dire est-ce qu'il a une céphalée, est-ce qu'il est douloureux d'autre chose.
C'est vraiment très délicat. Et la deuxième chose, c'est qu'à cet âge-là, normalement, on respecte le rythme de l'enfant. Et donc, en fait, ils vont faire des symptomatologies normalement un petit peu moins marquées parce qu'ils vont avoir un pacing qui se met en place de manière relativement automatique. Ce n'est pas le cas de tous. Il y a des patients pour lesquels on a quand même vraiment l'impression qu'un Covid aigu est passé par là. Et dans les suites, ils ont des troubles du sommeil, ils ont des enfants qui restent très, très inconfortables et pour lesquels on n'a pas mis en évidence autre chose que ce lien entre le Covid et l'apparition des symptômes. Donc on en fait de potentiels Covid longs, mais c'est sûr que c'est très difficile par rapport à la clinique décrite, contrairement à un enfant un peu plus grand. Après, à partir de 3, 4, 5 ans, dès qu'ils ont un langage qui commence à être développé, on arrive à faire des diagnostics de Covid long, et il y en a à tous les âges, avec des TEP scanners pathologiques comme ça, y compris à 5 ans. Une autre question. Non, c'était où? Ça y est, j'ai perdu le fil. Quelqu'un me posait la question, oui, tout de suite, au niveau des enfants, évidemment, de tout ce qui est l'aération, la prévention, l'aération dans les écoles, etc. Là, c'est peut-être plus... c'est pas à vous, Aurélie Morand, qu'on pose la question, mais peut-être plus dans la salle. Effectivement, un des meilleurs moyens de ne pas faire un Covid long, c'est de ne pas s'infecter. Et la question qui est posée là, c'est quid des moyens de prévention. Des moyens de prévention. Ça, c'est des mesures de santé publique qui devraient être rediscutées. Les mesures de purification de l'air dans les établissements scolaires, les mesures de protection qui sont absentes, y compris dans les lieux de soins. Enfin, voilà, toutes ces choses-là qui sont évidemment à questionner. Oui, donc... merci pour votre présentation. En fait, ce que vous décrivez, c'est des syndromes de fatigue chronique post-Covid chez l'enfant qui correspondent à ce qu'on voit chez l'adulte, souvent dans les formes qui durent le plus longtemps, sur le long terme, au-delà de 6 mois. Et à Henri Mondor, où je travaille, donc on s'occupe de syndrome de fatigue chronique de longue date. Et donc, on a beaucoup de troubles cognitifs, comme vous savez, chez ces patients. Et nous, on a inclus l'évaluation neuropsychologique et le TEP cérébral de manière systématique dans l'évaluation des patients dès qu'il y a une plainte cognitive. Et la TEP, sur ses formes prolongées, elle montre des profils qui sont des profils d'hypométabolisme qui affectent les régions corticales postérieures, la région amygdalo-hippocampique et la région cérébelleuse, avec des profils variables, mais qui témoignent du fait qu'il y ait un dysfonctionnement encéphalique qui soit associé à ces troubles du spectre de la fatigue chronique. Et ça, c'est très important pour étayer l'organicité du trouble, parce que comme vous l'avez pointé, les patients et comme les médecins peuvent se heurter à une non-reconnaissance de la réalité du trouble chez les patients. Et les évaluations neuropsychologiques qu'on fait, on a un profil qui est là encore extrêmement stéréotypé, avec comme fil rouge les troubles attentionnels en entrée visuelle, puis on peut avoir des atteintes cognitives, un syndrome dysexécutif, des troubles de la mémoire épisodique, éventuellement des déconnexions interhémisphériques. Donc, si vous voulez, on a un profil cognitif qui est assez stéréotypé. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui serait intéressant aussi d'évaluer chez l'enfant, d'autant plus que ça peut aider à la prise en charge des patients avec des approches de remédiation cognitive qui peuvent être appliquées. Monsieur, une dernière question peut-être? Oui. Je me demandais quelle était la relation entre Covid long et puberté, parce qu'il y a des premières études qui montraient que les petites filles pouvaient avoir des pubertés précoces au moment de la pandémie, et aussi donc le développement postnatal. Donc il va y avoir tout le phénomène de myélisation du cortex préfrontal et qui est un très bon pour voir l'avancement de l'âge de la puberté. On regarde ces types de myélisation. Alors, est-ce qu'il y a une relation, en tout cas dans les classes d'âge entre 13 et 15 ans, sur l'apparition de puberté précoce ou retardée, et est-ce que ça a une relation avec la myélisation du cerveau ? Alors, sur les pubertés précoces, on ne sait pas si ça doit rentrer dans le cadre de l'appellation Covid long. En tout cas, il a été décrit un excès de puberté précoce chez les jeunes filles lors de la pandémie Covid et dans les suites d'infection Covid, comme on peut le voir dans d'autres syndromes post-infection en général. Ce n'est pas forcément quelque chose qui, dans la littérature, est décrit comme associé, notamment dans la littérature pédiatrique.
C'est plutôt pour nous un effet collatéral d'un phénomène infectieux, peut-être inflammatoire, d'un stress aigu qui fait que ça peut déclencher une puberté précoce. Mais comme on le voit en pédiatrie dans plein d'autres contextes, la puberté précoce va être aussi plus présente chez un enfant adopté. Il y a tellement de mécanismes qui rentrent en jeu dans ce déclenchement de la puberté que c'est difficile de faire la part des choses. Mais en tout cas, oui, c'est décrit. Et on a une cohorte marseillaise qui, je pense, sera publiée sous peu, je l'espère, avec justement le service d'endocrinologie où on décrit cette corrélation temporelle. Alors, cause, c'est toujours plus compliqué, mais en tout cas, c'est sur le plan épidémiologique une corrélation temporelle qu'on met en évidence. Après, sur le développement du cerveau vraiment en neurodéveloppement, y compris même peut-être pendant la grossesse, une infection Covid chez la mère pendant la grossesse, etc. Alors, on ne décrit pas dans la littérature qu'avec le Covid, on va avoir un impact tel qu'on aurait avec des virus tels que le CMV, voilà, un certain nombre de virus qui vraiment vont modifier tout à fait l'organogénèse et ensuite la morphogénèse du cerveau et ses connectiques. Il n'y a pas de surdité décrite chez des enfants dont les mères ont été infectées par le Covid pendant la grossesse. Il n'y a pas de séquelles neurologiques flagrantes avec des gros troubles du neurodéveloppement. Pour autant, des études plus fines n'ont pas été faites. Alors, juste peut-être une petite aparté sur les troubles neuro décrits dans le Covid long pédiatrique. Quand on leur fait passer des tests de QI, en fait, si on fractionne l'effort cognitif, ils arrivent à avoir des très bons résultats. Ce qui n'arrive pas, c'est à dérouler le test dans le temps et aller jusqu'au bout de l'épreuve avec de bons résultats si on ne fait pas de pause. Et donc, on n'a pas l'impression que la cognition soit vraiment altérée, on a plutôt l'impression que c'est l'effort à fournir avec une fatigabilité telle qui fait qu'ils n'arrivent pas à aller au bout de l'effort. Donc là-dessus, voilà, peut-être un travail à faire aussi par rapport à de la neurodégénérescence où vraiment on a des pertes de facultés flagrantes. Une toute dernière question. Oui, merci beaucoup. Merci Aurélie pour cette présentation. Alors, j'ai 2 questions, remarques, et ça rejoint un peu tout ce qu'on discute, surtout sur la partie neurocognitive, neurologique. Donc, parmi les enfants que vous consultez et vous suivez, comme j'ai compris, c'est beaucoup de troubles neurocognitifs. Donc, et ce que vous venez de dire là sur les troubles du neurodéveloppement, on sait très bien que c'est là où il faut faire la différence parce que vous regardez en aigu ce qui se passe et les troubles du neurodéveloppement, c'est plus long terme, d'où ma remarque. Et est-ce qu'aujourd'hui en France, est-ce qu'il y a un suivi pédiatrique vraiment depuis la naissance jusqu'à... Bon, on va suivre parce que ça demande des années. Et c'est ça, je pense, le plus important. Ce que vous décrivez est très important aujourd'hui parce que c'est des enfants souffrants qu'il faut prendre en charge et je comprends parfaitement. Mais il y a des questions sous-jacentes qui sont beaucoup plus importantes qu'il faut aussi les poser, commencer à mettre ces cohortes en place parce que du côté, par exemple, des Anglais, ils commencent à mettre des grandes cohortes de suivi par rapport à toutes ces questions. Et à Robert Debré, à l'Institut du cerveau de l'enfant, où cette thématique, elle est vraiment le Covid, long Covid, mais surtout l'infection materno-fétale est très précoce et son long terme sur le développement du cerveau et par rapport à tout ce que vous décrivez par rapport à ça. Alors, il y a eu au tout départ de la pandémie, en tout cas au niveau national, la cohorte Pandore qui a inclus l'ensemble des patients qui faisaient un Covid au niveau national. Donc cette cohorte, elle n'est pas finie. Ça, entre guillemets, c'est une cohorte un peu prospective qui continue à inclure des patients au fil de l'eau. Mais méthodologiquement, c'est très compliqué aussi maintenant parce qu'on a l'impression que finalement, plus grand monde a échappé au Covid. Et donc, c'est de se dire à partir de quand on débute le suivi, pour quels patients, etc. Donc, il faudrait réussir à monter probablement une nouvelle étude suffisamment robuste pour pouvoir avoir un suivi longitudinal de ces patients, de la naissance jusqu'à l'âge adulte ou plus, et en se disant à quel moment ils font un Covid aigu et est-ce que ça a quelque chose à voir avec une modification ensuite. Donc, tout ça, c'est des travaux qu'il faut mener. Ça, c'est sûr. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.